Donc bonjour à tous, merci aux organisateurs pour l'invitation, merci aux modérateurs. Donc voici mes conflits d'intérêts qui sont en lien avec mes recherches sur l'encéphalopathie hépatique, donc une des encéphalopathies métaboliques. En pratique, l'encéphalopathie métabolique, ça correspond à une agression cérébrale aiguë ou chronique où typiquement on peut se dire qu'on a deux situations. On a une situation où en fait on a un déficit en une certaine substance, donc c'est ce qui est les encéphalopathies carentielles, l'hyponatrémie, l'hypoglycémie, l'hypocalcémie, l'hypothyroïdie, l'hypocorticisme, même si on peut discuter sur l'hyponatrémie, et une situation où on a un contexte d'intoxication avec une substance endogène ou exogène qui est en concentration trop importante pour le système nerveux central. Et donc c'est l'encéphalopathie hypercapnique, l'encéphalopathie urémique, l'encéphalopathie hépatique ou de l'encéphalopathie médicamenteuse. Si on essaie de savoir si cette encéphalopathie métabolique, c'est une circonstance qui est fréquente ou pas, on n'a pas de données pour tout, mais si on prend les données un petit peu sur les études de fréquence sur les patients hospitalisés dans le coma en réanimation, on peut estimer son incidence à 10 à 30% en réanimation au bout de 2-3 jours. Une fois qu'on est depuis 3 semaines en réanimation, qu'on a eu plein de médicaments et qu'on a éventuellement fait plein de complications, on ne connaît plus l'incidence, il n'y a pas de grands registres qui permettent de nous dire ça. Les encéphalopathies, dans ces encéphalopathies métaboliques, il y en a qui sont très fréquentes, il y en a qui le sont moins. Ces chiffres-là, c'est tiré d'une étude qu'on avait fait à Georges Pompidou, donc dans une réanimation médicale classique, avec peut-être un peu de pneumologie surreprésentée vu le recrutement et le case mix, où on voit qu'on a 5% d'encéphalopathie hypercapnique, des dysnatrémies à 2-3%, des hypoglycémies arrivant jusqu'en réanimation un petit pourcent, puis ensuite probablement moins d'encéphalopathie hépatique que dans un autre centre. Donc la fréquence varie un petit peu, mais encéphalopathie hypercapnique, les dysnatrémies, les troubles de l'hypoglycémie et les encéphalopathies hépatiques sont probablement le gros de ces encéphalopathies métaboliques, avec l'encéphalopathie urémique dont il y a toujours le débat. Est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Quand l'urée est très importante, finalement, il y a moins de débat. Puis quand l'urée est un petit peu augmentée, on se dit probablement que c'est un facteur qui aggrave un autre type d'encéphalopathie le plus souvent. Et donc certaines posent des problèmes diagnostiques et les autres n'en posent absolument pas. Alors, quand évoquer une encéphalopathie métabolique et comment essayer de s'en sortir pour avancer, je dirais que devant un trouble neurologique avec un contexte un petit peu particulier, donc si vous avez un patient diabétique, si vous avez un patient insuffisant respiratoire chronique, un insuffisant rénal, un cirrhotique, vous pouvez évoquer une encéphalopathie métabolique et ça pose assez peu de problèmes. Ensuite, de temps en temps, chez un patient déjà en réanimation, vous allez avoir et accumuler des médicaments. Et là, c'est parfois plus difficile de se dire que le trouble neurologique qui survient là maintenant est en lien avec une encéphalopathie métabolique et que ce n'est pas en lien avec une encéphalopathie septique parce qu'une infection est en train de se déclarer. Et là encore, vous avez aussi un autre contexte, c'est de temps en temps, on sait que les patients ont une erreur innée du métabolisme parce que la famille vous apporte le gros dossier, le gros classeur, où le docteur a dit vous allez toujours à l'hôpital et vous confiez toujours ça au docteur du SAMU quand ils arrivent, mais parfois on ne le sait pas. Et ça peut aussi être un premier coma, un premier épisode neurologique amenant en réanimation, peut être l'occasion de découvrir une erreur innée du métabolisme. Donc, déjà, simplement, il faut vérifier la base. Il faut vérifier la glycémie, il faut vérifier la natrémie, la calcémie, l'urémie et la PaCO2. Et ça, dans la pratique courante, c'est relativement facile. Puis ensuite, je dirais, il faut réaliser un électroencéphalogramme, mais probablement qu'on n'en fait pas suffisamment. Et si vous faites un électroencéphalogramme et que vous arriviez à le lire tout seul ou que vous ayez besoin de demander à l'électrophysiologiste avec lequel vous travaillez, si on vous répond qu'il y a des ondes triphasiques sur votre encéphalogramme,
ben vous êtes sûr que vous avez une encéphalopathie métabolique / médicamenteuse. Et ça, c'est une information qui est fondamentale. Vous savez dans quel cadre vous vous situez, et donc il va falloir trouver l'explication de cette encéphalopathie métabolique. Mais finalement, ça ne vous oriente pas sur le type d'encéphalopathie. De temps en temps, on voit, bah oui, dans l'encéphalopathie hépatique, il y a des ondes triphasiques, mais ce n'est pas la seule encéphalopathie métabolique qui donne ça. Et du coup, si vous êtes dans cette démarche-là et que vous n'avez toujours pas votre diagnostic d'encéphalopathie et vous ne savez pas pourquoi il est dans cet état-là, mais c'est à ce moment-là qu'il faut doser une ammoniémie. Alors, comment déterminer la cause? Ben, la présentation clinique, c'est souvent du ralentissement psychomoteur, puis si ça perdure un peu, c'est du coma. Et en fait, on a du flapping, des myoclonies, et finalement, les myoclonies qui peuvent être prises si elles sont diffuses et prennent tout le corps, comme le disait Vincent tout à l'heure. Parfois, cliniquement, c'est compliqué. Puis, à l'électroencéphalogramme, il y a ces anomalies épileptiques, ces anomalies spécifiques qui peuvent être prises pour des anomalies épileptiques, et on peut avoir un mauvais diagnostic, éventuellement, d'état de mal. Et donc, il faut s'orienter selon le contexte, le bilan initial, et je pense l'ammoniémie et l'imagerie cérébrale. Donc, soit vous avez un contexte évident et le diagnostic est facile, on n'en parle pas. Soit vous avez un contexte un petit peu plus difficile et vous faites une ammoniémie. Dans ce cadre-là, vous trouvez une ammoniémie augmentée ou une ammoniémie normale. Si l'ammoniémie est augmentée, ben vous avez ces causes-là qu'il faut savoir évoquer. Donc bien entendu, dans hyperammoniémie, les causes les plus fréquentes, c'est l'encéphalopathie hépatique, donc la dysfonction du foie, que ce soit fulminant ou que ce soit dans le cadre d'une cirrhose, les shunts portosystémiques qui peuvent ou non accompagner cette cirrhose, mais il y a d'autres causes d'hyperammoniémie qui sont un petit peu plus rares. Il y a les hyperammoniémies médicamenteuses, vous connaissez la dépakine, il y a la L-asparaginase, vous avez sûrement dû voir un patient ou deux traité par ces molécules de chimiothérapie avec parfois des grandes hyperammoniémies, puis il y a d'autres choses qui sont plus anecdotiques dans les médicaments. Il y a les anomalies du cycle de l'urée, et donc un facteur aggravant le jeûne, un catabolisme important, mais parfois juste une infection qui déclenche une décompensation de ces maladies parfois ignorées, des antécédents familiaux, sachez penser à ça. Puis il y a des choses un petit peu plus rares, et notamment la chirurgie bariatrique ou les urétérosigmoïdostomies. Donc quand les patients sont opérés, qu'il y a un montage un peu bizarre entre soit le tube digestif, soit les voies urinaires, bah, rappelez le chirurgien, essayez de faire en sorte qu'il vous explique bien ce qui se passe et regardez un peu dans la littérature, on peut avoir des cas d'hyperammoniémie assez importantes. Puis l'IRM cérébrale, bah, la plupart du temps, l'IRM cérébrale dans une encéphalopathie métabolique, elle va être normale. Mais parfois, elle va être anormale. Elle va être anormale soit dans l'encéphalopathie hépatique ou le shunt portosystémique, où vous voyez sur cette IRM cérébrale en séquence T1 des hypersignaux spontanés des noyaux gris centraux qui seraient en lien avec les dépôts de manganèse qui ne sont plus éliminés et régulés au niveau du foie. Et donc ça vous dit encéphalopathie hépatique ou shunt portosystémique. Il y a d'autres choses qui peuvent se voir à l'IRM. Vous connaissez sans doute ou vous avez vu passer ce cas clinique du New England. Ben, l'encéphalopathie au métronidazole, ça peut donner ces images typiques dans le tronc cérébral sur l'IRM. Donc sachez évoquer ça. Puis une encéphalopathie de Gaillet-Wernicke, il y a les hypersignaux des corps mammillaires, mais ça manque dans 30% des cas. Puis vous avez des encéphalopathies carentielles, B12-folate, où parfois on peut avoir des choses. Puis finalement, le gros du tableau, bah, ça va être de l'ammoniémie et de l'IRM normale. Et à ce moment-là, c'est ce qui est cité plus haut. Mais il va aussi y avoir des causes un peu plus rares, l'hypothyroïdie, les troubles du cortisol. Et donc, là-dedans, il y a éventuellement des erreurs innées du métabolisme qui ne sont pas des anomalies du cycle de l'urée, en sachant que c'est principalement les anomalies du cycle de l'urée et les maladies mitochondriales qui créent une hyperammoniémie. Mais il y a d'autres anomalies métaboliques qui peuvent donner des tableaux d'encéphalopathie. Les encéphalopathies carentielles et les encéphalopathies médicamenteuses. L'encéphalopathie médicamenteuse, bah, c'est une pathologie fréquente, et c'est une pathologie fréquente pour nous réanimateurs. Et c'est d'autant plus fréquent que les patients ont beaucoup de médicaments.
Ce qui explique que les patients à risque, ce sont les transplantés d'organes solides ou les transplantés de cellules souches hématopoïétiques et les sujets qui ont un VIH qui est traité. Il y a parfois un diagnostic par excès d'état de mal épileptique fait à cause des myoclonies mal interprétées et éventuellement l'électroencéphalogramme, là encore, surinterprété. Et ça peut avoir des conséquences importantes parce qu'on va donner des médicaments sédatifs à quelqu'un qui a déjà possiblement une encéphalopathie médicamenteuse et ça va aggraver les choses. Et ces encéphalopathies médicamenteuses, elles peuvent être associées à des encéphalopathies métaboliques vraies. Pour finir, je vais vous montrer ça pour essayer de vous démontrer ce qu'on avait retrouvé. On a fait une étude en s'intéressant sur l'encéphalopathie hépatique. On essayait de trouver des marqueurs un peu fiables d'encéphalopathie hépatique. Là-dedans, pour faire ça, on a pris des gens chez lesquels on avait fait des ponctions lombaires pour éliminer une méningite ou une méningo-encéphalite et qui étaient hospitalisés en réanimation ou en soins continus. On a, à partir de ce LCR, utilisé des techniques de métabolomique, c'est-à-dire que sans a priori, vous allez faire de la spectrométrie de masse et on va vous rendre un spectre comme ça, en collaboration avec le CEA à Saclay. Et du coup, ces pics et ces différences spectres vont être comparés à une base de données. Et ensuite, on va vous dire, tel pic, c'est cette substance, tel pic, c'est tel autre. Donc, on a trouvé des trucs très intéressants sur l'encéphalopathie hépatique, un déficit énergétique, peut-être des voies sur lesquelles on peut jouer pour améliorer les malades. Mais ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est que les gens du CEA sont revenus en nous disant, mais on aimerait bien voir les dossiers et surtout vos prescriptions. Parce qu'on a trouvé des trucs un peu incroyables. Et donc, vous avez ici, sur ce spectre-là, vous voyez, ça c'est le spectre d'un malade, puis ça c'est le spectre d'un autre malade. Et vous voyez qu'il y a un pic énorme qui écrase tous les autres pics. Et donc, ils viennent nous voir en nous disant, moi je pense que ce malade-là a pris du fluconazole. Bon. Et en fait, ce pic-là correspond au fluconazole. Et ils ont réussi sur les 14 malades auxquels on avait fait des PL à nous dire exactement, ce malade il a eu de l'aldol, ce malade il a eu ci, ce malade il a eu ça. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, oui, on trouve un peu de benzodiazépine, on trouve du lévétiracétam dans le LCR, ce qui est attendu. Mais on trouve en fait des médicaments anti-infectieux, on trouve du fluconazole, on trouve des bêta-lactamines, on trouve de la pipéracilline, du Ciflox, de la norfloxacine, donnés pour traiter l'infection du liquide d'acide, traiter la pneumonie, traiter une infection digestive, et on la retrouve dans le liquide céphalorachidien. Ce qui est intéressant, c'est que ces molécules-là, c'est des substrats des pompes des flux. Et donc on va présenter tout à l'heure une de nos internes, un travail où on montre que chez des patients cirrhotiques avec troubles neurologiques qui ont une ammoniémie inférieure à 75, on retrouve plus souvent ces mêmes médicaments. Donc pour finir, comment ça se passe? Vous avez ici une barrière hémato-encéphalique, donc des cellules endothéliales, des jonctions serrées qui rendent le système quasi imperméable. Et du coup, pour avoir des nutriments et se débarrasser de ces déchets, le cerveau a besoin d'un mécanisme régulé de transport. Dans ces molécules de transport, il y a les pompes d'efflux, les mêmes que dans les bactéries ou les mêmes dans les cellules métastatiques qui sont résistantes aux molécules de chimiothérapie. Vous donnez une bêta-lactamine en situation normale. Elle passe dans le cytoplasme, notre cellule endothéliale cérébrale. Une partie passe dans le cerveau et une partie est prise en charge par une pompe d'efflux qui s'appelle la P-glycoprotéine, qui est une des plus connues et des plus importantes. Supposons maintenant que vous donnez de la morphine, qui est un agoniste également de la PGP. Puis à peu près au même moment, vous donnez des bêta-lactamines. Vous en avez une partie qui passe dans le cytoplasme, puis vous en avez finalement beaucoup qui arrivent dans le cerveau parce que la place sur cette pompe d'efflux est occupée par un autre médicament que vous avez donné. Et en fait, des substrats, des pompes d'efflux, c'est tout ça. C'est les immunosuppresseurs, c'est les corticoïdes, les traitements du VIH, les antiépileptiques, les antibiotiques. Ce qui veut dire c'est une prescription de réanimation chez un patient transplanté ou un patient VIH. On en a 4-5 qui interagissent et on ne sait pas et on ne peut probablement pas prédire lesquels se retrouvent dans le LCR et pas et lesquels donnent des troubles neurologiques. Et c'est pour ça qu'en général, la méthode simple en réanimation, on arrête tout, ils se réveillent, on les renvoie en salle, ils remettent tout, ils reviennent, on comprend que ça se passe.
Puis finalement, ce qui est intéressant, c'est que en fait, dans certaines situations, comme dans l'encéphalopathie hépatique, en fait, la modulation de ces pompes des flux va entraîner éventuellement une accumulation de sels biliaires et une accumulation de GABA qu'on sait impliquer dans la physiopathologie de l'encéphalopathie métabolique. Et donc la vraie question, c'est à la fin, mais est-ce que c'est de l'encéphalopathie métabolique? Est-ce que c'est de l'encéphalopathie médicamenteuse? Et c'est probablement lié. Donc c'est une situation relativement fréquente en réanimation. La plupart des situations sont simples et vous avez le diagnostic. Il y a certaines causes rares qu'il faut savoir évoquer. CD de l'ammoniémie, d'une IRM, en ayant affirmé grâce à l'EEG qu'on est dans le tableau d'une encéphalopathie métabolique, c'est a priori un trio d'examens complémentaires qui est gagnant et qui permettent de redresser un certain nombre de choses.